Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace OBNL. Espace OBNL, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un endroit où on regroupe, on informe et on inspire les gestionnaires d'OBNL à travers la province et à travers le secteur. Aujourd'hui, c'est la deuxième capsule sur le marketing automatisé. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plus les éléments de succès et les éléments de performance. Nous avons toujours la chance d'avoir avec nous notre experte, Alexandra Logiste. Bonjour Alexandra. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Alexandra, en entrée de jeu, je te laisserai te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Parfait. Encore une fois, merci pour l'invitation d'aujourd'hui. Donc, comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Alexandra. Je suis directrice Canada chez Actito, qui est un logiciel de marketing automatisé. Parfait. On va commencer, avant d'aller dans les éléments de succès, juste un petit rappel sur ce que c'est l'automatisation marketing pour nous replacer dans le bain. Ceux qui veulent vraiment plus de détails, on a une autre capsule sur le sujet qui est plus complète et qui vous donne vraiment des exemples concrets de comment ça peut s'appliquer. Donc le marketing automatisé, c'est le principe d'automatiser les actions marketing pour permettre aux opérateurs marketing de gagner du temps et vraiment de se concentrer sur la réflexion stratégique en arrière. Donc, c'est aussi en même temps permettre l'arrivée de certains comportements qu'il faudrait faire à la main. Exactement. Donc, c'est éviter d'aller composer tous les messages à la main, de faire des personnalisations individuelles, etc. Là, c'est vraiment un système qui va permettre d'automatiser le tout en arrière et finalement de déclencher des séquences par rapport au comportement des personnes avec lesquelles on communique. Donc, c'est un processus, si on veut. Exactement. J'aimerais ça qu'on parle des grandes étapes d'intégration. Puis, pour ceux que ça intéresse, qui ont été allumés par notre première capsule sur les différentes possibilités, quand on veut implanter ça, c'est quoi les Alors, je dirais la première étape, c'est d'abord de faire l'inventaire en fait des données qu'on a. Parce que ça peut varier. On peut avoir, je ne sais pas moi, un CRM, on peut avoir un fichier Excel, on peut avoir des cartes d'affaires, on peut avoir tout plein de choses. Donc la première chose, c'est de voir un peu, quelles sont les données à ma disposition. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, c'est d'aller sélectionner, je dirais, un logiciel qui va permettre de procéder à l'automatisation. Et donc la sélection de ce logiciel, c'est vraiment... Ça dépend d'un organisme à l'autre. Donc, ça va dépendre, premièrement, de la taille de votre équipe. Ça va dépendre aussi des profils que vous avez. Donc, il y a des logiciels qui sont vraiment plus complexes, d'autres qui sont plus accessibles. Ça va dépendre un petit peu des objectifs à plus ou moins long terme, etc. Et aussi, je dirais, il faut faire attention aussi à l'agilité de la solution. Donc, dans le sens où vous pouvez aller chercher certaines solutions, mais qui vont prendre beaucoup de temps à finalement être introduites dans l'organisme et à pouvoir être pris en main par l'équipe. Donc, tout ça, c'est des éléments à vous prendre en considération. Une fois que vous avez votre logiciel, que vous avez vu votre formation, la première étape, ça va être de commencer à créer des campagnes. On en a discuté dans la capsule tout à l'heure. Évidemment, avant tout ça, en amont, il faut avoir une réflexion stratégique un peu plus approfondie sur les personas, puis sur des comportements. Exactement. Donc ça, c'est à la limite, même avant de voir les données qu'on a, il faut avoir ça. Mais ça ne sert pas uniquement au marketing automatisé. Là, c'est vraiment pour toute la stratégie globale de l'organisme. Donc, une fois que vous avez votre logiciel, là, mon conseil, c'est de commencer, éviter d'attendre que tout soit parfait. Commencez déjà à faire des petites campagnes. Donc, à la limite, vous pouvez aussi faire des campagnes sur un pourcentage de votre base de données, juste pour voir un peu comment ça fonctionne, commencer à faire des tests AB, aller voir un petit peu au niveau, je vais dire reporting, mais des données analytiques. Comment qu'est-ce qui réagit? Exactement. Qu'est-ce qui fait la conversion? C'est comme n'importe quoi. Il faut faire ça. En numérique, il n'y a pas une recette, il y en a plusieurs. Non, exactement. Puis ça dépend de votre secteur, ça dépend d'un tas de choses. Donc le mieux, c'est vraiment commencer le plus tôt possible. Je pense qu'il y a un élément qui est super intéressant là-dedans, sur lequel on passe très peu de temps. C'est justement le fait que le numérique nous donne des données pour adapter des comportements. Fait que si on décide de faire une campagne, puis cette campagne-là devient très performante, puis qu'on a plein de ventes, on a plein de nouveaux dons, plein de nouveaux membres, on peut y réfléchir puis la dupliquer dans quelque chose d'autre peut-être aussi. Exactement. Ça ne sert à rien de réinventer la roue à chaque fois. Là, c'est vraiment d'identifier des campagnes qui performent bien pour les réutiliser puis les améliorer d'une fois à l'autre. Il y a aussi la notion de test AB.
Ça, souvent, les gens en font pas alors que c'est vraiment facile à mettre en place, dépendamment du logiciel que vous avez. Mais les tests AB, ça vous permet par exemple d'avoir pour une campagne plusieurs modèles de courriel que vous allez varier, puis vous allez pouvoir envoyer ça à un échantillon de votre base de données. Donc, je sais pas moi, on va dire, c'est le courriel A, le B, le C, le D, j'envoie à 10% de ma base de données. Le courriel gagnant va être envoyé au reste de la base de données. Donc, ça se fait automatiquement? Oui, exactement. Donc ça, c'est vraiment, on crée les courriels, mais le processus va être On n'a pas besoin de se dire, bon, OK, puis là, faire l'analyse. Non, exactement. C'est toute la notion de règles mathématiques aussi. Tout à fait. Okay. Donc ça, c'est des gains de temps incroyables aussi. Puis comment une organisation comme la vôtre vient supporter puis faire que ça soit le plus simple possible? Alors en fait, nous, un des éléments clés d'Actito, c'est... qu'on s'entend, là, pour plusieurs, là, c'est trop gros. Oui, mais c'est ça, exactement. Les gens le voient souvent très gros. Ils pensent qu'ils partent pour des mois d'intégration, puis qu'ils ne verront pas le bout. Dans leur équipe, souvent, ils ont des profils différents, donc ils vont avoir peur que tout le monde ne sache pas vraiment s'en servir, etc. Nous, là où on vient vraiment donner un coup de main à tout ça, c'est en fait qu'on a vraiment une équipe d'accompagnement. Donc on ne fournit pas juste le logiciel, tenez, débrouillez-vous maintenant. Il y a vraiment des chargés de projet qui vont être là dès le début du projet. Ils vont vous aider pour la base de données, ils vont vous aider pour les premières campagnes, ils peuvent vous aider pour les aspects analytiques, ils peuvent aussi un peu vous challenger sur d'autres campagnes à mettre en place. Ils peuvent analyser aussi des opportunités par rapport à votre secteur pour aller plus loin. Donc c'est vraiment l'accompagnement humain. Et aussi le fait que si vous avez un problème ou quoi que ce soit, vous avez vraiment une personne qui est attitrée à votre BNL. Donc vous pouvez lui envoyer un courriel, l'appeler, c'est pas un ticket que vous allez créer et puis vous allez recevoir une réponse dans une semaine si tout va bien. C'est vraiment le côté humain qui est très important. C'est quoi les indicateurs qui nous indiquent que ça fonctionne? Alors, ça va dépendre un peu du domaine dans lequel vous êtes, mais c'est sûr que, par exemple, si vous vendez, je ne sais pas, des services ou des choses comme ça, un indicateur intéressant, ça va être la conversion. Donc, est-ce que, depuis que vous avez mis en place des stratégies de marketing automatisées, vous êtes parvenu à vendre plus de services? Si c'est le cas, c'est clairement un indicateur que ça performe bien. Au niveau des donations aussi, si vos donations commencent à augmenter, c'est un autre indicateur. Après, ça dépend un peu du but que vous avez en arrière de ça, parce que si vous pouvez avoir des buts justement de conversion comme ça, mais vous pouvez aussi vouloir parler, faire connaître la cause. Donc peut-être que vous voulez simplement communiquer à votre base de données qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui est fait avec les dons. Il y a toutes sortes de stratégies à mettre en place, mais c'est sûr que si vous avez quelque chose de concret, c'est-à-dire quelque chose à vendre, là, vous allez voir tout de suite. Ça amène la notion de tableau de bord. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu, là, parce que des outils comme le vôtre, puis ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour les conseils d'administration, puis même pour les gestionnaires qui veulent suivre le déroulement, là. Il y a des indicateurs. Là. Tout à fait. Donc, en fait, il y a plusieurs indicateurs. Premièrement, dans la plateforme en tant que telle, on va pouvoir voir est-ce que les personnes ouvrent les courriels, participent, cliquent sur les liens, etc. On a aussi un indicateur qui permet de voir un petit peu le score d'engagement donc de la base de données. Est-ce que les personnes ont de l'intérêt pour ce qu'on leur envoie ou au contraire, est-ce que finalement, les communications... Donc, tu es capable de cibler ceux qui font jamais rien avec les courriels, puis tu es capable de cibler ceux qui ont un taux d'ouverture, un taux de clic. Tout à fait. Puis tu es capable de séparer tes actions en fonction des comportements. Puis on peut aussi faire ce qu'on appelle des scénarios de réactivation. Donc, mettons des personnes qui étaient très actives, puis soudainement, pendant 6 mois, il ne se passe plus rien, on va pouvoir aller les cibler spécifiquement pour voir un peu, tiens, est-ce qu'ils ont déménagé, est-ce qu'ils n'ont plus d'intérêt, est-ce que c'est juste qu'ils ont oublié ou peu importe. Donc ça, on va pouvoir vraiment... les identifier puis faire des scénarios par rapport à ça. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, comme on parlait tout à l'heure par rapport au conseil d'administration, etc., de présenter des chiffres, de montrer les campagnes qui ont bien performé, celles qui ont moins bien performé. Puis un autre élément qui est intéressant, c'est que on est aussi... il y a le logiciel de marketing automation, mais on peut taguer les campagnes pour finalement les retrouver aussi dans les logiciels analytiques. Donc je parle de Google Analytics parce que c'est un des plus connus, mais il y en a d'autres. Donc là, on va pouvoir aussi finalement avoir, un point de vue global sur la stratégie digitale, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien.
mais le tableau de bord dans le logiciel de marketing automatisé est vraiment important parce que, comme on le disait tout à l'heure aussi, si on identifie des campagnes qui performent bien, ben là on va pouvoir les recréer, les dupliquer, les modifier un peu, mais les réutiliser parce qu'elles performent bien et donc continuer de finalement générer des conversions avec ces campagnes. J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu sur les données, parce que les données sont devenues un point à la fois sensible, à la fois crucial, puis à la fois une ressource inestimable dans certains cas. C'est quoi des bonnes données? Alors, des bonnes données, je dirais que c'est des données qui réagissent, entre guillemets. Donc, dans le sens où, mettons, on va avoir des courriels, par exemple, parce que le courriel, évidemment, est essentiel. On en a parlé dans l'autre capsule. Le marketing automatisé, c'est pas juste envoyer des courriels, mais c'est quand même un gros aspect de la chose. Avoir des courriels, puis pouvoir communiquer avec ces courriels-là, essayer de voir est-ce que les personnes réagissent ou non. Donc ça, c'est une première chose, parce que des fois, on en a déjà parlé, mais ça se peut qu'on ait eu des listes Excel qui datent de plusieurs années. On ne sait plus trop. Est-ce que les outils comme le vôtre le filtrent? Alors, en fait, au niveau, oui, il y a un premier film au niveau du spam, parce qu'il y a cette notion-là de délivrabilité. Mettons des courriels qui sont plus utilisés parce que la boîte de courriel est pleine, c'est, je sais pas moi, un courriel qu'on utilisait quand on était adolescent ou peu importe. Mais ça, on va pouvoir l'identifier. Après, au-delà de ce premier aspect délivrabilité, il y a aussi le fait de tester sa base de données. Donc, on va essayer de faire des campagnes pour voir, mettons, je prends l'exemple d'un organisme qui commence du marketing automatisé qu'on n'a jamais fait, il a sa base de données, il ne sait pas trop la qualité de sa base de données, il va faire une première campagne pour essayer de voir un peu quelles sont les personnes qui réagissent, celles qui ne réagissent pas du tout, puis essayer déjà de pouvoir catégoriser, ça c'est des données qui ont de la valeur parce que les personnes semblent réagir à nos communications ou au contraire, ça a l'air d'être des courriels qui n'ouvrent jamais nos communications ou quoi que ce soit. Donc là, on pourrait essayer de les réactiver ou alors les séparer en les qualifiant d'inactifs. Donc, ça dépend aussi de l'information qu'on va extraire. Plus on va extraire de l'information, plus de votre côté, vous pouvez vous virer de bord, faire des actions spécifiques. Tout à fait. Tout à l'heure, on prenait un peu l'exemple justement, mettons, d'un camp de jour. C'est sûr que si on a... ça, c'est un bon exemple parce que, par exemple, on peut créer des profils pour les parents, puis avoir, mettons, dans des sous-tables, en fait, le profil des enfants. Donc là, on va savoir que ce parent-là, a 3 enfants de tel âge à tel âge. Exactement. Fait que 2 de ces enfants pourraient être intéressés par le camp de soccer ou une autre activité qui est plus dans le groupe d'âge. Exactement. Donc là, à partir de ce moment-là où on commence à avoir ce genre d'informations, là, ça devient vraiment des données ultra payantes parce qu'on va pouvoir leur envoyer des choses qui sont intéressantes. Puis là, on le voit même nous en tant qu'individu, quand on reçoit des courriels avec des choses qui nous intéressent vraiment, on va être plus enclin à cliquer puis à aller consulter l'information que quand on reçoit un courriel qui n'est pas du tout personnalisé puis qui s'adresse à tout le monde puis qui n'est pas forcément dans nos champs d'intérêt. Donc là, c'est sûr que plus on a de l'information spécifique, plus on va être capable de raffiner la communication et d'aller toucher les personnes. En même temps, cette information-là, on la garde, on la protège, puis elle reste confidentielle. Oui, tout à fait. L'idée, c'est pas d'aller la revendre à des... Aborder aussi l'idée de la sécurité dans ces systèmes-là. En fait, oui. Et puis ça, c'est un aspect très important, surtout quand on écoute un peu l'actualité dernièrement. On se rend compte que des fois, c'est un peu mal compris la sécurité des données. Chez Actito, c'est particulièrement important parce qu'on est une compagnie européenne à la base. Oui, les règles, il faut comprendre qu'au Québec, les règles européennes sont tellement plus sévères qu'ici. Là. Exactement. Donc, on a déjà un peu ça dans notre ADN de vraiment protéger les données parce qu'en fait, c'est des données qui sont confidentielles. Là, tout à l'heure, je parlais de parents avec des enfants. C'est pas des données sensibles au sens, c'est pas un numéro de NAS, des choses comme ça. C'est pas des données nominatives non plus. Elles peuvent être nominatives. Ouais, c'est ça qu'il faut faire un peu attention parce que souvent on dit « Ah, mais il ne faut pas s'inquiéter, les données sont anonymisées ». Moi, quand j'entends ça, ça me fait un petit peu sourire parce que j'ai travaillé en programmatique dans une autre vie. Puis oui, elles sont anonymisées, mais souvent on peut les recroiser. Exactement, très facilement. Donc ça, il faut faire attention, mais c'est juste une notion de confiance. Ces personnes-là font confiance à l'organisme, elles donnent
elles donnent les données, finalement, à l'organisme parce qu'elles s'attendent, elles veulent les encourager, elles veulent que les organismes envoient des choses spécifiques par rapport à leur centre d'intérêt et tout ça. Donc je pense qu'en plus, un organisme devait avoir encore plus à cœur à protéger les données, dans le sens où, au niveau des logiciels, un choix tout bête, mais vous avez des solutions américaines, les données sont aux États-Unis. On n'a absolument aucun contrôle sur les données aux États-Unis. Mais des fois, c'est aussi au niveau du choix du logiciel, se dire, peut-être que je devrais privilégier un logiciel qui héberge les données au Canada. Au moins, je sais où elles sont, je sais de quelle façon elles sont protégées, c'est quoi les mécanismes de protection. On ne va pas se mentir, c'est impossible de garantir qu'il n'y ait jamais de brèche ou qu'elle soit jamais volée, c'est impossible de le garantir. Mais au moins, si ça arrive, on sait que le fournisseur va communiquer de façon totalement transparente et prendre les mesures qui lui sont imposées. Versus aux États-Unis, ils n'ont pas ces obligations-là. Le gouvernement américain peut les collecter comme bon leur semble à tout moment. Donc je pense qu'il y a un peu cette notion à travailler, surtout pour des organismes. Je pense que ça rejoint un peu les valeurs aussi. Les valeurs aussi, puis la sensibilité de certains conseils d'administration. Puis certains Exactement. Puis il y en a, dépendamment du domaine, qui peuvent avoir des données très sensibles aussi. Si, en conclusion, parce qu'on arrive à la fin, tu aurais une recommandation à faire à quelqu'un qui est curieux, ce serait quoi face au marketing automatisé? Moi, un conseil que j'aime beaucoup donner, c'est de ne pas attendre. Pas attendre le moment parfait où on est rendu à la bonne étape de la transformation numérique, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire à tout moment, qui est pas forcément lié au site web, qui va toujours être là en support parce que finalement, vos communications, c'est vraiment vos interactions avec vos membres, vos donateurs. Donc, vous pouvez vraiment les faire à tout moment et plus vous démarrez tôt le dialogue, plus vous allez pouvoir le raffiner. Donc, c'est ça. Pas attendre le moment idéal, il n'y en a pas, il n'y en a jamais. Il faut se lancer. Il faut essayer. Voilà. Merci Alexandra. Avec plaisir. Très utile. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à laisser vos commentaires en bas de la capsule. Je vous invite un petit pouce en l'air si vous avez apprécié et je vous souhaite une bonne fin de journée.